Bonjour, donc ma présentation portera entièrement sur le récit de Frankenstein et donc de ce fait j'espère tout de même pouvoir vous faire part de quelques questions, quelques réflexions qui n'ont pas encore été évoquées aujourd'hui. Le roman Frankenstein de Mary Shelley s'inscrit dans la tradition gothique littéraire, cherchant à explorer et nuancer les notions du mal humain, et non pas les notions du mal surnaturel. Le mal n'est donc plus le mal cosmique en duel constant avec le bien divin et n'est pas non plus une force extérieure à l'homme, mais serait perçu comme un élément psychologique intérieur à l'esprit humain. Les monstres qui, désormais, intéressent les auteurs gothiques ne sont plus ces monstres médiévaux, nous pensons plus précisément aux dragons, mais plutôt des monstruosités ressemblant aux humains, à leurs propres créateurs littéraires et à leurs lecteurs. Le Unheimlich freudien s'intensifie parce que nous sommes confrontés avec le pire de notre propre condition et plus précisément parce que ces images de terreur seraient tirées de notre imaginaire. Le lecteur vit un malaise ou bien ce sentiment d'Unheimlich non seulement dans le monde de la fiction, mais aussi dans le cadre de sa relation avec l'auteur. Cependant, il nous faut questionner la manière dont Mary Shelley entretient ce malaise du lecteur qui se retrouve à confronter un monstre créé selon sa propre image. L'auteur fait référence notamment à deux cadres thématiques, soit ceux de la recherche des origines ainsi que de la spectralité pour ébranler les lecteurs. Afin de puiser tout le sens ainsi que la portée de ces schémas, j'ai voulu reposer cette analyse sur la pensée de Jacques Derrida en ce qui a trait au concept de l'archive, de l'arché. Très rapidement, car je reviendrai de temps à autre sur cette théorie au courant de la présentation. Il s'agit non pas strictement d'un lieu de conservation de la mémoire, mais aussi d'une activité et d'une économie cherchant à soumettre la mémoire en tant qu'action humaine à une autorité immémoriale, là où tout commence et où tout est commandé. L'exercice d'une micro-lecture de surcroît me permet de cerner, en étudiant un court extrait fort marquant, toute l'intensité, voire à mon avis le sommet de ce roman. L'ouvrage en entier pourrait être pénétré à la lumière d'un passage. L'extrait que je vous présenterai décrit les circonstances ainsi que les motivations personnelles poussant le docteur Frankenstein vers son passage à l'acte, celui de la création du monstre. Whence I often asked myself, did the principle of life proceed? It was a bold question, and one which has ever been considered as a mystery. Yet, with how many things are we upon the brink of becoming acquainted, if cowardice or carelessness did not restrain our inquiries? To examine the causes of life, we must first have recourse to death. I must also observe the natural decay and corruption of the human body. In my education, my father had taken the greatest precautions that my mind should be impressed with no supernatural horrors. I do not ever remember to have trembled at a tale of superstition or to have feared the apparition of a spirit. Now I was led to examine the cause and progress of this decay. I saw how the fine form of man was degraded and wasted. I beheld the corruption of death succeed to the blooming cheek of life. I saw how the worm inherited the wonders of the eye and brain. I paused, examining and analyzing all the minutiae of causation, as exemplified in the change from life to death and death to life, until from the midst of this darkness a sudden light broke in upon me, a light so brilliant and wondrous, that while I became dizzy with the immensity of the prospect which it illustrated, I was surprised that I alone should be reserved to discover so astonishing a secret. La réflexion et la remémoration de Dr. Frankenstein sur les circonstances entourant ses expériences scientifiques qui mèneront jusqu'à la création du monstre débute par une question simple et directe. Whence I often had asked myself, did the principle of life proceed? Nous comprendrons cependant que le docteur ne veut point une simple découverte de la science de la Genèse, il veut sa réécriture, sa réinscription dans l'archive. Afin d'accomplir cette réécriture du commencement et des origines, le docteur doit aussi attaquer le deuxième principe, soit le commandement, ou bien, je cite Derrida en cette instance, ce principe selon la loi, là où des hommes et des yeux commandent, là où s'exerce l'autorité, l'ordre social. Bref, afin de changer le commencement et par conséquent réécrire l'événement de la création, le docteur Frankenstein doit renverser le commandement et l'autorité de Dieu. Dès le début du roman, son discours ainsi que son langage imitent le récit des premiers actes de la création tel que raconté dans la Genèse. Alors que Dieu règne au-dessus d'un univers informe et vide, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut.
Et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et des ténèbres. Genèse chapitre 1, versets 1 à 4. Parallèlement, lors de ses observations du processus de la mort, de la décomposition et de la renaissance à travers d'autres organismes, l'inspiration de Frankenstein gît à l'intérieur de lui-même. From the midst of this darkness, a sudden light broke in upon me. Et encore, en parlant de son désir à transgresser ces limites de la vie et de la mort, Frankenstein cherche à déverser a torrent of light into our dark world. Tel Satan du paradis perdu de Milton, ou tout comme Prométhée, cette œuvre de Shelley est bien sûr sous-titrée le Prométhée moderne, le docteur Frankenstein prétend contribuer à l'épanouissement de l'humanité. Il ne s'agit pas toutefois d'une action bienveillante et altruiste. Elle est plutôt d'une certaine manière égoïste, car il cherche à se rebeller contre une autorité créatrice qui n'est pas la sienne et qui se trouve à l'extérieur de sa volonté, voire de ses capacités. En effet, Jean-Jacques Le Cercle, dans Frankenstein, mythe et philosophie, surligne la chose. Victor Frankenstein, le savant, annonce que l'homme est son propre créateur, que le progrès scientifique va glorifier la créature et marginaliser le créateur. Fin de la citation. Ainsi, le créateur, le docteur Frankenstein, sera, selon Le Cercle, puni pour son hubris, pour avoir désobéi aux ordres divins, menacé l'ordre du cosmos. Et le monstre, en tant que produit de cette création proscrite, serait l'équivalent de l'aigle ou du vautour qui tourmente Prométhée. Le terme hubris est important car même le docteur Frankenstein avouera, à la fin du roman, qu'il en fut esclave. C'est pour cette raison qu'il cherchera tant à convaincre son sauveteur, Walton, un chercheur et aventurier, d'abandonner ses illusions de découverte scientifique en Arctique. Dans notre passage, alors que le docteur critique les scientifiques de lâcheté ou d'insouciance, qui semble-t-il leur priverait de nombreuses et brillantes découvertes, nous constatons que le docteur incarne en fait les qualités qui sont totalement opposées, soit celles d'hubris et d'obsession. Derrida lui-même insiste qu'une quête ainsi que la réécriture des origines entraîne un pareil désir compulsif, répétitif et nostalgique, un désir irrépressible. En effet, ce sont les symptômes de ce mal d'archives qui peuvent être résumés, pour citer Derrida encore une fois, comme n'avoir de cesse interminablement de chercher l'archive là où elle se dérobe. La quête d'origine, cependant, n'est pas propre au docteur Frankenstein, elle est aussi vécue par le monstre, celui-ci étant projeté dans une économie de création et serait donc l'image d'un Adam, pour qui le but premier sera de fonder une famille, une lignée. Cette lignée qui ne peut exister que dans l'avenir et non dans le présent est essentielle à la compréhension de la quête d'origine du monstre, car selon Jean-Jacques Le Cercle, je cite, « Le rôle d'un mythe de création est toujours d'expliquer l'origine d'une lignée, d'un clan, d'un peuple, de l'humanité tout entière. » Cependant, le monstre sera non seulement privé de sa propre lignée, le docteur lui refusant une épouse, mais il est également totalement rejeté par l'espèce de son créateur et ne peut donc pas non plus faire partie de la lignée humaine. Plus précisément, puisque c'est un humain, le docteur Frankenstein, qui créa le monstre, ce sont donc les humains dans ce contexte qui ont autorité ainsi que le pouvoir d'interprétation sur les documents officiels de l'archive. Ils incarneraient, selon Derrida, les archontes situés au-dessus du monstre et s'opposant à lui. Je cite. « C'est chez les archontes, dans ce lieu qu'est leur maison, que l'on dépose alors les documents officiels. Les archontes en sont d'abord les gardiens. Ils n'assurent pas seulement la sécurité physique du dépôt et du support, ils ont le pouvoir d'interpréter les archives. Ils rappellent la loi et rappellent à la loi. » Fin de la citation. Étant exclu de ce pouvoir d'interprétation, une domiciliation, puis n'ayant aucun moyen de contribuer à l'archive, le monstre à sa manière aussi se révolte contre le commandement de son créateur, le docteur Frankenstein. Selon Jean-Jacques Le Cercle, je cite, « Le monstre ne fait que reproduire l'obsession de son créateur. » Enfin, la lutte des générations est au cœur de Frankenstein. Si le monstre et son créateur forment un personnage double, c'est que leurs rapports sont ceux d'un fils à son père. Fin de la citation. Effectivement, tout comme le monstre incarne l'image filiale du docteur, nous pourrions suggérer que ce dernier incarne, tant qu'à lui, l'image filiale, plus particulièrement celle d'Adam contre le Père divin. De cette manière, la relation père-fils entre le monstre et le docteur est différée. Elle reflète et calque la relation entretenue entre les humains et Dieu dans la Genèse, une relation qui est tout à fait traitée par l'auteur à un second degré dans le roman. Ce sont deux relations de violence, voire des chaînes de vendetta, qui sont, telles que citées chez M. Le Cercle, contagieuses, toutes puissantes, réciproques et donc sans fin.
Élisabeth Duro-Boussay qualifierait probablement cette répétitivité de violence en tant que présent éternel. Mais nous pourrions tout aussi bien se référer à l'éternel retour freudien pour parler de cette violence qui perturbe toutes les générations humaines dans le cadre du mythe chrétien. La Felix culpa ou bien l'heureuse faute qui, par le biais de la chute, apporta la vie, bien que mortelle, et la rédemption. Il faut se rappeler que, tel le monstre créé par le docteur Frankenstein, Adam et Ève obtinrent eux aussi, dans le récit biblique, une naissance dans le cadre de la mortalité, ou bien, et je cite le docteur, « through a recourse to death ». Dieu aurait, en chassant Adam et Ève du paradis, condamné l'humanité à une mort jamais totalement achevée. Plus tard dans le roman, les paroles du docteur résument bien la position humaine vis-à-vis leur créateur. Of what materials was I made that I could thus resist so many shocks, which, like the turning of the wheel, continually renewed the torture, but I was doomed to live. Dans cette œuvre, ce paradoxe de la vie mortelle est aussi exploré, surtout lorsque le docteur réalise ses expériences scientifiques menant à la création du monstre. Le personnage explique dans notre passage que le cycle de la vie entraîne nécessairement la mort et vice-versa. Le monstre pourrait donc représenter cet être situé et piégé entre la vie et la mort, car malgré sa naissance artificielle, il a été créé à partir de corps morts. Il est littéralement un revenant, un spectre, et en décrit comme tel au tout début de sa naissance par le docteur. « Do not ask me, cried I, putting my hands before my eyes, for I thought I saw the dreaded spectre glide into the room. » Le monstre pourrait également représenter et rappeler cette mortalité humaine refoulée. Nous tentons naturellement, puis de façon répétée, de s'y échapper et de la nier. Je cite Élisabeth Duro-Boussay à ce propos. Le fantôme extériorise les peurs, notamment la peur de la mort, qui ont été refoulées, c'est-à-dire expulsées de la conscience. L'apparition de ce spectre refoulé coïncide avec le sentiment freudien d'un Heimlich ou d'inquiétante étrangeté. Ce sentiment de la frayeur qui remémore une familiarité censée demeurer inconsciente et dissimulée. Rappelons-nous de surcroît que ce spectre puisse être, selon Freud, un produit de l'espace frontière paradoxal situé entre le monde des vivants et des morts. Il faudrait toutefois s'éloigner de la représentation typique et cliché des spectres, notamment celle des esprits immatériels et des fantômes. Élisabeth Duro-Boussay, au contraire, défend que les spectres du XIXe et XXe siècle, je cite, se matérialisent abominablement et laissent derrière eux la preuve effroyable de leur existence, ongles, cheveux, empreintes ou odeurs nauséabondes. En effet, le spectre, qu'est le monstre de Frankenstein, n'est point un fantôme évanescent, mais un être qui est chair, qui, comme l'indique le docteur, laisse également des traces, des impressions. Je cite le roman. Sometimes indeed he left marks in writing on the barks of the trees or cut in stone that guided me and instigated my fury. Ce n'est donc pas seulement la présence du monstre dans le moment présent qui effraie le docteur, mais le fait qu'il lui remémore la scène originelle, celle de la création, mais aussi de facto celle de la chute. De là, je cite encore Élisabeth Duro-Boussay qui suggère que le fantôme est cette partie de soi que l'on n'a pas réussi à ensevelir totalement. C'est pour ainsi dire le spectre de quelques péchés de jeunesse ou d'une disgrâce inavouable qui le ronge comme un cancer. Puis finalement que son apparition suggère que le présent ne peut jamais se détacher de l'influence du passé. Voilà qu'encore une fois nous puissions apercevoir la temporalisation du monstre. Sa position différée, calquée dans le cadre d'une plus grande genèse, fait également que l'histoire de spectre cède le pas au spectre de l'histoire. Je retiens de Duro-Boussay cette expression particulièrement éloquente. Ainsi, même si le père du docteur Frankenstein aurait tenté d'empêcher que son fils, dans sa jeunesse, ne se sente hanté par la superstition, et même si le docteur lui-même assure qu'il n'ait jamais été effrayé par des histoires d'horreur ou de fantômes, il reste que le spectre se manifestera involontairement et de manière imprévisible en tant que répétition de l'événement traumatisant. Mais comment briser ces chaînes de vendetta qui non seulement lient le créateur et son monstre, mais les empêchent aussi de se rejoindre, puis de se rattraper? Je rappelle rapidement qu'en effet, les deux personnages ne réussiront jamais à se rejoindre, le docteur étant atteint par la mort avant même que le monstre puisse le retrouver pour perpétrer son meurtre vengeur. Le cercle défend de manière très juste que c'est l'action du sacrifice qui seul permettrait, et je cite, de contenir, de mettre fin à la chaîne de la vendetta qui en déplaça la violence sur la personne ou l'animal sacrifié. Notamment, le roman se termine au moment même où le monstre raconte qu'il se donnera la mort, un acte qu'il perçoit comme un sacrifice et non pas un suicide. « Fear not that I shall be the instrument of future mischief.
My work is nearly complete. Neither yours nor any man's death is needed to consummate the series of my being and accomplish that which must be done, but it requires my own. Do not think that I shall be slow to perform this sacrifice. Et il y a encore dans les dernières phrases de l'ultime chapitre, I shall ascend my funeral pyre triumphantly and exult in the agony of the torturing flames. Derrida stipule que le mouvement de cette jalouse violence est issu d'un être qui, par son acte de la création, doit exister toujours par opposition à un autre. Ainsi, finalement dépourvu de la raison ainsi que du créateur, de son existence, le monstre s'efface par une dernière tentative de rédemption, l'acte du sacrifice. Parallèlement, nous pouvons supposer que par une mise à mort précoce du monstre, son créateur cesserait lui aussi d'exister car ce dernier a besoin de sa création pour perdurer, même si ce n'est que dans le cadre de la mémoire, voire de l'archive. Ils se doivent constamment de se pourchasser tout en se gardant à distance et puis finalement, sans jamais pouvoir se rejoindre, même dans la mort. C'est que cette violence différée dans le roman reflète fidèlement l'économie de l'archive chez Derrida. Toute archive, selon lui, et je cite, est à la fois institutrice et conservatrice, révolutionnaire et traditionnelle. Archive économique en ce double sens, elle garde, elle met en réserve, elle épargne, mais de façon non naturelle, c'est-à-dire en faisant la loi ou en faisant respecter la loi. Dans l'archive, nous tentons à la fois de conserver une mémoire, mais aussi de la détruire ou de l'oublier. Il nous semble que nous ne pouvons pas échapper à la violence compulsivement répétitive de l'archive, cette dite pulsion de mort. Les extrêmes interdépendants que nous retrouvons dans le roman Frankenstein, Dieu et Adam, le docteur et son monstre, reproduisent effectivement l'économie de l'archive, cette temporalisation de violence transmise à travers les générations, toujours calquée mais jamais rattrapée dans le moment présent, car c'est cette même violence qui fixe l'existence des deux entités. Je termine en rappelant que, par l'acte du sacrifice, par amour ainsi que par dévouement envers son Créateur, et bien que toujours dans une jalouse et passionnante tentative de rejoindre son Père, son Maître, le monstre accomplit ce que Derrida envisage dans son ouvrage « Le mal d'archive ». La créature saisit, et je cite, « la possibilité de mettre à mort cela même, quel qu'en soit le nom, celui qui porte la loi dans sa tradition. » L'archonte de l'archive. En sacrifiant son existence, le monstre parvient de cette manière à mettre à mort la mémoire, puis finalement à s'extraire de l'économie de l'archive. Je vous remercie.